Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'être le modérateur de cette conférence débat qui va poser la question de comment faire grandir nos enfants en lien avec la nature. Et je vais brièvement me présenter. Donc, depuis 27 ans, je participe à l'aventure de Nature et Découverte, d'abord en tant que directeur de sa fondation et depuis 10 ans comme directeur du service des engagements au sein de l'entreprise. Donc le mécénat environnemental, la responsabilité sociale des entreprises et les enjeux de biodiversité et de pédagogie au contact de la nature sont mes sujets quotidiens. Voilà. À titre personnel, je suis passionné par les oiseaux, engagé dans différents programmes du muséum, et je me définis comme un passeur de nature qui partage volontiers sa curiosité et sa passion avec petits et grands, à la ville comme à la campagne. Pour cette table ronde, on a réuni 5 intervenants prestigieux autour de moi, que je vais avoir l'occasion de vous présenter. Je vais commencer par Anne Bouvier. Anne, vous êtes diplômée d'ethnologie en sciences et en sciences de l'éducation. Vous avez approfondi ses connaissances sur le terrain au sein de diverses collectivités territoriales et ONG avant d'intégrer la Fondation de France. Fondation de France, où vous occupez actuellement le poste de responsable du département éducation, enseignement et recherche depuis bientôt 13 ans. Vous accompagnez plus de 200 fondations agissant dans le secteur de l'éducation et coordonnez la redistribution de l'ensemble des fonds collectés au profit de votre champ d'activité. Aujourd'hui, vous allez nous exposer vos convictions, nourries de votre regard panoramique qui s'est aiguisé au fil des années, et nous expliquerez ce que vous mettez en place pour soutenir l'essaimage de pratiques éducatives connectées au vivant qui vous semble exemplaire. Merci. Muriel Fifis, complètement à ma gauche. Muriel, vous êtes passionnée par la recherche en pédagogie et les peuples racines que vous côtoyez au Canada lors de vos études, puis en Colombie. De retour en France, vous avez croisé la pédagogie et la question du vivant en fondant une école primaire dans la Drôme. Cette école permet depuis 10 ans aux enfants d'être au cœur de leurs apprentissages. C'est une école inspirée des peuples racines, ouverte sur la nature, où l'on cultive le lien à soi, aux autres et au vivant. Vous nous expliquerez les principes fondamentaux de cette pédagogie dite vivante, pionnière en France, et partagerez des exemples de moments forts vécus avec les enfants, illustratifs de leur plein épanouissement et des apports de cette pratique reliée au vivant. Guadalupe Yesenia Hernandez Marquez. Vous êtes biologiste, indigène, mexicaine, consultante indépendante, universitaire et activiste depuis près de 30 ans. Vous êtes également en cours de formation pour être femme médecine dans votre communauté. Vous travaillez sur des projets de conservation de la biodiversité basés sur les connaissances traditionnelles. Vous avez d'ailleurs participé au protocole bioculturel dans votre état de Oaxaca, j'espère que la prononciation est bonne, au sud du Mexique, qui est le premier au monde de ce type. Vous allez nous expliquer comment, notamment, l'intérêt de s'inspirer des peuples autochtones pour faire évoluer notre modèle éducatif français, hérité de l'instruction publique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Éric Julien. Éric, vous êtes géographe, consultant auprès de dirigeants en entreprise. Vous êtes aussi cofondateur de l'école pratique de la nature et des savoirs, qui expérimente un nouveau paradigme en lien et non plus en opposition avec le vivant. Depuis 35 ans, vous accompagnez les Kogi, une communauté racine située en Colombie, pour qui la nature est à la base de leur système éducatif. Nous aurons l'occasion d'en parler. Pour vous, la question essentielle en matière d'éducation est comment rendre les enfants et les adultes acteurs de leurs apprentissages, comment les mettre en mouvement afin qu'ils progressent en autonomie, en souveraineté et surtout en désir d'apprendre. Philippe Nicolas. Philippe, vous êtes professeur des écoles dans les Hauts-de-Seine, en réseau d'éducation prioritaire depuis 19 ans. Vous êtes également chercheur en sciences de l'éducation, conférencier et maître d'accueil des futurs enseignants au sein de l'éducation nationale. Vous vous définissez comme un enseignant trappeur.
Partisan de la pédagogie de projet que vous déclinez avec vos élèves toute l'année, vous êtes à l'initiative du projet national Cap au Nord, où vous conduisez en équipe depuis 2020, chaque année, 16 jeunes ambassadeurs en expédition arctique. Vous allez nous partager votre vision pédagogique, offrir à un enfant des expériences fortes, vécues au contact du vivant, pour qu'à l'âge adulte, il se sente en charge de la vie, acquiert la connaissance du monde et devienne ami avec le vivant. Merci à tous les 5 d'être avec nous pour cette conférence débat sur l'importance du lien à la nature dans l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, face aux enjeux planétaires dont les causes anthropiques sont avérées, nous faisons le constat que notre société occidentale, fondée sur un modèle extractiviste, est bien en peine à nous relier au vivant, pour le respecter, voire lui permettre de se régénérer, afin d'enrayer son extinction fulgurante. Nous le savons, l'humanité est autant le problème que la solution. Malheureusement, au fil des générations, notre conscience d'être vivant s'est érodée au rythme de nos vies, nos modes de vie effrénés. Pour introduire cette conférence, je souhaiterais vous lire un extrait du discours du chef indien Seattle. Il l'aurait prononcé en 1854 pour répondre au 14e président des États-Unis d'Amérique qui souhaitait négocier l'achat de près d'1 million d'hectares de territoire au peuple amérindien. Vous devez apprendre à vos enfants que le sol qu'ils foulent est fait des cendres de nos aïeux. Pour qu'ils respectent la terre, dites à vos enfants qu'elle est riche par les vies de notre race. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. La terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre. Toutes choses se tiennent comme le sang qui unit une même famille. Voilà. Pour introduire donc cette conférence, je vais donner la parole à Éric Julien. Bonjour Éric, on retrouve ce lien avec le vivant, encore chez nos tout jeunes enfants. Malheureusement, ils tendent à se perdre au fil de leur éducation, de leur mode de vie, afin de se conformer progressivement à une société. Alors, comment rendre les enfants et les adultes acteurs de leurs apprentissages? Comment les mettre en mouvement afin qu'ils progressent en autonomie, en souveraineté et en désir d'apprendre? Vous avez 5 minutes et le micro. Et merci pour la coopération. Nous serions aujourd'hui dans une société autochtone. Nous aurions pris le temps de remercier le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, les poissons, les oiseaux, tous ces éléments de la nature qui ne sont pas dans cette salle pour parler d'eux, mais desquels nous venons. C'est une pirouette sans être une pirouette, puisque quand on prend le mot éduquer, là, une des racines, c'est educere, faire surgir, transmettre. Je pense que depuis que la vie est sur Terre, elle fait surgir et elle transmet. Donc la question de l'éducation est arrivée avec la vie sur Terre. Puisqu'il n'y aurait pas eu cette transmission, cette educere, ce surgissement, nous ne serions pas là. Donc nous sommes le fruit de 3 milliards, et alors il y a un petit doute sur la date exacte, on ne va pas chipoter, 800 millions d'histoires du vivant. Puis est arrivé l'humain, qui a commencé à penser, peut-être que c'est la différence avec le reste, c'est quoi éduquer? Alors les premières fois qu'il a pensé à ça, c'était assez basique, hein. Comment survivre? Comment je transmets à mes jeunes la possibilité de survivre sur un territoire compliqué? Pour ceux qui ont peut-être été dans le désert ou dans les forêts qui restent encore vierges, encore que ça n'existe pas beaucoup, mais bref, la première question, c'est survivre. Donc c'est apprendre où sont les animaux, quels sont leurs cycles de vie, quelles sont les plantes dont je peux me nourrir, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre, pas prendre, comment. Voilà, il y a un apprentissage du jeune pour manger, boire, se protéger, se soigner. Et puis un deuxième apprentissage qui vient tout de suite après, qui est
qui a été rappelé par une petite phrase du philosophe Michel Serres, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, que j'aimais bien parce qu'il était taquin, il y avait une certaine malice, qui disait: le problème des humains, si vous en mettez 2 dans une même pièce, si ça dépasse 1 heure, c'est-à-dire sous-entendu s'ils arrivent à vivre ensemble dans la même pièce, c'est compliqué. Donc on voit bien, et beaucoup de livres d'anthropologie le disent, le deuxième enjeu de l'éducation, c'est est-ce qu'on peut tenir à distance violence et barbarie? C'est un sacré enjeu, ça. Les Kogi avec lesquels je chemine depuis 35 ans, au cœur de leurs enjeux éducatifs, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Voilà, parce que l'énergie guerrière, et l'histoire nous en parle aujourd'hui, elle est terrible. D'abord, elle est violente, évidemment, c'est une bêtise que de le rappeler, mais surtout, elle est d'une destruction énergétique humaine, ça n'a pas de sens. Donc, ils mettent au cœur comment apprendre à ne pas devenir des barbares. Ces 2 éléments-là, comment apprendre qu'on dépend d'un territoire pour survivre et comment apprendre à vivre en paix ensemble, vous semble-t-il archaïque? Or, c'est comme ça qu'on a dénommé ces populations. Et puis, un 3e registre éducatif que mettent ces sociétés, qui est quel sens donner. Et le sens, il vient du vivant, de ses lois, de ses principes, ce que les aborigènes appellent le temps du rêve, que les Kogi appellent les lois de Sé. Les principes qui font que quand vous m'écoutez gentiment, vous respirez, vous vivez. À la sortie, tout le monde va se précipiter aux toilettes. Voilà, on est soumis à des règles qui, si nous les transgressons, génèrent de la maladie. Donc ces principes et ces règles sont portés par la vie. Donc il faut apprendre, et ça c'est le rôle des chamans, des autorités traditionnelles, que de veiller à ces lois et ces règles et les transmettre aux jeunes générations. C'est sûr que pour les urbains que nous sommes devenus, je regardais cette pièce en cherchant désespérément une plante verte, mais même si elle avait été ici, la malheureuse, je pense qu'elle n'aurait pas survécu très longtemps. C'est quand même assez génial de se réunir pour parler de nature, hors de nous, comme êtres de nature, qui sommes avant tout des êtres de nature, avant d'être des êtres de culture. Pour en venir à... Ça, c'était pour poser un peu le contexte, et pour en venir à comment ils éduquent, du coup. Quand vous avez besoin de survivre, vous apprenez à survivre, vous apprenez à vivre ensemble, donc les émotions, et vous apprenez ce que porte comme sens la nature et le vivant. Donc ça se passe dans le territoire. Le plus grand des professeurs, c'est le territoire. Donc c'est les animaux, parce que les animaux n'ont pas le mental que nous avons, et les animaux ont des comportements, des cycles de vie, des registres de fonctionnement qui vont aider le jeune à comprendre comment fonctionne ce territoire. Finalement, l'animal, c'est l'interprète de la vie du territoire. Et donc, si on a besoin du territoire pour manger, se nourrir, se soigner, les premiers profs, c'est les animaux. Un jour, les Kogi avaient été invités à Lille à visiter la région nord. Alors, j'ai rien contre Lille, mais un jour, on était dans l'hôtel du département et au sol, il y avait les cartes IGN qui représentaient la région pour qu'on puisse visualiser comme ça. Donc, j'explique aux Indiens que c'est un peu comme un avion. On vole au-dessus de la région nord. Et on peut découvrir comme ça, sur ces cartes, ces photos aériennes, la région. Et je les vois qui se promènent, qui cherchent des trucs, puis qui cherchent un truc. Puis ils ne trouvent pas. Et puis, qu'est-ce que vous cherchez? Les forêts. Il n'y a pas de forêt. Il n'y a quasiment plus rien. S'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'animaux. S'il n'y a pas d'animaux, qui vous enseigne? Ah, on sentait que c'était un vide intergalactique. Je terminerai en disant que finalement, dans les principes éducatifs de ces jeunes, pour apprendre à survivre, à tenir la violence à distance et à comprendre en quoi la nature est porteuse d'un sens et qu'il faut apprendre à vivre avec ce sens et non plus contre lui. Aujourd'hui, nous sommes en guerre contre la nature. Eh bien, il y a d'abord de l'intergénérationnel. C'est-à-dire que les plus petits, 3, 4, 5, 6 ans, sont enseignés par ceux qui ont 6, 7, 8, 9 ans, qui sont enseignés par ceux qui ont 9, 10, 11, 12, 13 ans. Voilà, il y a vraiment une transmission très, très nette de génération. Les tout petits, 3, 6 à peu près, ils s'occupent de l'eau. C'est-à-dire c'est eux qui connaissent où sont les sources d'eau, leur texture, leur nature, l'eau qui court, l'eau qui stagne, celle qu'on peut boire, celle qu'on ne peut pas boire, il y a des couleurs, des voilà. C'est vrai qu'à 6 ans, ils connaissent tout de l'eau sur leur territoire. Et puis la génération d'après, ils connaissent tout de la forêt sur leur territoire. Puis après, ils connaissent tout des animaux. Donc ils arrivent à l'adolescence, ils connaissent le territoire dont ils dépendent et ils peuvent le protéger. Et du coup, ça ne s'appelle plus un territoire ou un paysage, ça s'appelle un pays sage, parce qu'ils ont appris à dialoguer avec eux. C'est plus quelque chose d'amorphe dans lequel on pioche des ressources, c'est une forme vivante avec laquelle
j'ai appris à interagir. Je terminerai en disant, ça rejoint les propos d'un géographe français qui est décédé en 1905, qui s'appelait Élisée Reclus, et qui disait « L'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même ». Je pense que ces enfants, dans leur processus éducatif, sont encore sur ce chemin-là. Et je pense que si nous, on se réunit pour se poser la question, c'est qu'on a un grave problème de ce côté-là. Il a dit très bien. C'est Katia qui est à l'écran. Katia est une petite fille Koigi de 5 ans qui a marché avec moi plusieurs journées assez longues. Alors, ceux qui m'ont vu monter sur scène ont vu que j'avais un léger surpoids pondéral et Katia courait devant moi. J'aurais pas eu Katia dans la forêt, ça aurait été très compliqué. C'est elle qui m'a enseigné son territoire à 5 ans. Alors, je propose qu'on passe des hautes montagnes de Colombie aux plaines du Mexique et donc qu'on donne la parole à Guadalupe Yesenia qui va justement nous expliquer. Donc, Guadalupe, vous faites partie justement d'une communauté indigène de l'État de Oaxaca, située au sud du Mexique. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots comment votre parcours de scientifique, experte de la conservation et maintenant apprentie femme médecine vous permettent d'accompagner les populations autochtones pour valoriser leur savoir-faire et traditionnel? On s'entraide un peu. Merci. I will speak in English, please, if I can have some help to traduce. Yes? Thank you very much for inviting me. And as in my language is have a good day is Vadiush. I'm too happy to share with you this vision from the other side of the world and other ideas. As you asked, I work in the both sides, this modern science and with the traditional knowledge. I'm sorry, pardon. On m'indique que si vous passez sur le canal 3, vous pouvez entendre Yesenia parler donc, en français, pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais. Apparemment, c'est bon. Thank you very much. I was talking about the importance of this knowledge dialogue, and it's necessary to take in account that any knowledge system has the true or all the true. We need to see all the knowledge and all the forms to understand the world. That modern science is important because we are in the modern age and we have internet, but also the traditional knowledge for us as indigenous persons, it's crucial. It's a survival question because traditional knowledge let us to adapt, to survive, and to maintain our ways of life, because we, the indigenous peoples, the local communities, are directly dependent of the nature. Because of that, we need to have enough knowledge, but not just to the things that we know. It's the traditional knowledge or indigenous and local knowledge also includes the innovations, the practices, the cosmology, all the values that we have related with nature. And this is why I am working with traditional knowledge, but modern science, because we have challenges. Traditional knowledge is a process in long time,
It takes a lot of long time to transmit, to maintain, and to evolve. But we are facing many changes. For instance, climate change. We need modern science to adapt to climate change and to introduce new solutions for biodiversity laws or soils. And my main message in this table is that we, the indigenous peoples, the indigenous persons and indigenous groups, indigenous and local communities, we see, we cannot see the separate things, separate human nature, or the material, or living or not living beings. We respect a lot of our ancestors. You know, in Mexico we have a very important festivity, the dates, maybe you saw the Coco movie, especially the young people that I see here today. And we understand the world as a whole, not as different parts. We understand that the world works with the different parts engaged in exchanging energy and many things. And this is one of the main points. And the second point is not to be just the material things, we combine with the spiritual things. We have been in different process of change, colonization, etc. But we still are promoting and keeping our ways of life and our values, our cosmology. That in the main point in our cosmology is to see the nature as the mother, as a being that it's more than us. We are part of the nature. We are not the owners of the nature. And this is the message of my work with the young people, the child, and with all the people that I work in the communities, to maintain these practices, this knowledge, this cosmology, because if we lost all our practices, we are having very big challenge to survive, because we depend of nature, as I said. Thanks. Thank you. J'aurais une dernière question pour vous, Guadalupe Yesenia. Vous êtes en formation pour devenir femme médecine. Vous pouvez nous donner votre motivation pour laquelle vous souhaitez faire ça? Yes, thank you. I want to be a medicine woman because I think the spirituality is the base for concern. If we still taking the nature as a part of, as a material thing or just a resource, we will continue with these practices and with this destruction with problems, this situation, these socio-environmental challenges. And I saw that I respect all the religions, but I think all the religions are important. We must respect them. So I saw in my community and in my country, in Latin America and other indigenous groups, that the importance of to work very hard in the spiritual way. Because if we don't have all the commitment to protect nature, to restore nature, we cannot to continue, or we cannot to work in a long-term process. We just to make some plant some tree or protect some water 1 year, or making campaigns to clean the seas. But if these activities are not born in our soul, and these solutions could be just isolate. And I think, I strongly believe that the spiritual way of the indigenous and local communities could be, or could bring solutions
for protecting nature in this time, because and finally because our local religions are important because are adapted to our environment, our social cultural conditions. Thank you. Eric, j'ai envie de te redonner la main pour que tu nous partages une grille des postures qui seraient les postures idéales pour aborder justement cette éducation à la nature qu'on pourrait proposer à nos enfants pour qu'ils puissent pleinement s'épanouir. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques mots d'explication et on demandera à nos pédagogues ensuite de nous préciser ce qu'ils retiennent. Ouais. Ça, c'est pas gentil, ça. Merci. Ce que je peux vous partager avant de vous commenter ces machins là qui font très institutionnels, c'est que ce qu'on appelle autorité traditionnelle chez les Kogi, le mot de chaman n'est pas tout à fait un bon terme, mais on va quand même le garder. Il y a des chamans hommes et des chamans femmes, les deux fonctionnent ensemble, ont une formation qui dure 18 ans dans l'obscurité. C'est-à-dire de 0 à 18 ans, ils sont dans le noir, ils travaillent la nuit et ils ne voient pas le jour. Et pourquoi 18 ans? Rapidement, ça expliquera après les principes. Parce que c'est 2 cycles de 9 ans qui reproduisent 2 fois 9, 2 fois 2 cycles de gestation de 9 mois, et que pour eux, tout se joue dans le ventre de la maman, alors qu'elle, selon les aliments qu'elle prend, selon les émotions qui la traversent, selon les gestes, si elle fait toujours son travail ou si elle est accompagnée, tout le tempérament du petit homme ou petite femme qui va naître se joue dans ce moment-là. Donc quand ils sortent l'enfant, ils le mettent dans une espèce d'utérus artificiel, une grotte ou une hutte, et là, il va suivre 2 cycles de 9 ans qui sont non plus recevoir les informations de la mère maman, mais recevoir les informations de la mère terre. Donc quand ils sortent, ils sont, dans leur vision des choses, la voix du vivant et de la terre. D'où les principes, si tu veux bien me les remettre, ou si la personne qui a la gentillesse de s'en occuper peut me les remettre sous les yeux, parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais j'en connais quelques-uns quand même, en attendant qu'ils arrivent. Je commencerai par celui qui me plaît le plus, qui est l'humour. Pour vous le faire rapidement, un jour les Kogi sont invités, les Indiens Kogi, qui sont en habit traditionnel, arrivent au Quai d'Orsay à Paris, arrivent dans une réunion, donc vous voyez le Quai d'Orsay, les ors de la République, on est reçus par des représentants du cabinet du ministre, et les gens nous demandent comment est la situation des Kogi, les Kogi parlent de ce qu'ils vivent, et la réponse est c'est un génocide. Et je demande alors qu'est-ce qu'on fait pour un génocide, et ils me disent de remplir le CERFA 3326, qui sera instruit peut-être. On sort de la réunion, j'explique aux Kogi que c'était moyen comme réunion. Essayez d'imaginer les ors, les lustres, etc. Et il y a un des Kogi, on se dit au revoir, merci madame, c'est formidable, merci monsieur, très bonne réunion. Et il y a un des Kogi qui s'en va vers un pelochon, un canapé avec des beaux pelochons dorés, et qui prend le pelochon sur son dos et qui s'en va vers la sortie. Et ça, c'est très surprenant dans une réunion officielle d'avoir quelqu'un qui s'en va avec le matériel du ministère. Et je vois la dame qui me serre la main, qui a les yeux qui tournent vers le Kogi, mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va avec le matos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était de très grands chamans qui étaient accueillis dans ce ministère. On vient de leur dire, vous vivez un génocide, on ne peut rien pour vous. Il y a cette capacité de recul et d'humour qui est, pour moi, un des principes clés de la posture. Parce que quand on est dans une posture d'accompagnement, si on n'a pas ce recul et cet humour, ben on prend tout pour soi et c'est très complexe. Voilà, j'ai fait ce petit détour pour ça. Et je vais être moins long pour les autres, vous pouvez les lire comme moi. Hein. C'était le 2, je pratique l'autodérision et l'humour qui ramène de la légèreté. C'est quand même un moyen très fort de tenir les tensions, les difficultés, la rancœur, la colère, enfin tout ce qui nous traverse comme être humain à distance et garder raison garder quoi, sur ce qui se passe. Voilà. L'écoute, ça paraît idiot, mais le nombre de dirigeants ou d'enseignants qui font descendre encore un peu, malheureusement, ou qui plaquent, ou et qui n'écoutent pas ce que la nature a à dire, ce que les enfants ont à dire, ce que les collaborateurs ont à dire. Normalement, en tant qu'enseignant ou que manager, on devrait moins parler que écouter. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Et si vous ne savez pas où vous en êtes, demandez à vos amis. Tu trouves que j'écoute? Vous allez voir les réponses. Ça vous fera un bon indicateur. Être cohérent. Je travaillais avec une dirigeante il n'y a pas très longtemps qui demandait beaucoup de choses difficiles à ses collaborateurs.
et puis notamment de changer de bureau, de faire des open space. Et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a enlevé son grand bureau, ses 3 sièges, son truc de dirigeante, et elle s'est mise au milieu des open space. Elle a illustré tout de suite ce qu'elle demandait aux gens. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Le chaman qui vous emmène dans des pratiques très dures, il fait avec les enfants, il fait avec les jeunes, quoi. Donc la cohérence dans les propos, les valeurs. Imaginez qu'un jour, cette valeur qui est écrite sur les frontons de nos écoles, fraternité, on essaie de la descendre dans les cours de récréation, dans les classes. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants vivre en fraternité? Quel comportement entre nous ça pourrait développer, par exemple? Les projections, nous ne sommes que des êtres de projection. Hein. Le comportement de l'autre réveille en moi mes propres ombres et mes propres difficultés. Donc tenir ces projections à distance, c'est un sacré job. Mes intentions, quand je parle, pourquoi je parle? Pour exister, pourquoi je parle? Là, on est sur l'ego. Savoir lire les signes, un corps social, un enfant, un adulte, peu importe, s'exprime par la parole, mais on sait aussi qu'il s'exprime beaucoup par le corps, par les comportements. 80% de la communication passe par le corps. Donc comment lire l'autre, comment lire une situation? Est-ce que je sais faire ça? Et tisserant des relations, mon Dieu. Accueillir, dire merci, dire au revoir. Merci David de nous avoir invités dans cette magnifique table ronde. Merci à vous d'être là. Merci de partager ce moment. Merci la vie, quoi. Voilà. Nous ne sommes que des êtres de relation. Donc si on n'apprend pas à remercier la relation, on a tout perdu. Et on arrive dans le chaos et la barbarie. Voilà, c'est pas forcément des règles genre petit 1, petit 2, petit 3. Mais en fait, nous sommes le problème. Et les taoïstes disent à un moment, il faut bien revenir à la maison quand même, savoir comment toi tu comprends, tu fonctionnes. Et ça peut être une petite roadmap pour se poser 3-4 questions. Faites-le avec quelqu'un. Moi j'ai l'impression que je suis clair sur mes valeurs, qu'est-ce que tu en penses? Puis regardez ce qu'il vous renvoie comme question. Il y a une petite phrase qui dit l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Ça c'est à vous de voir si vous avez envie de savoir ce que vous ne savez pas de vous. Merci Eric. Eh bien justement, Muriel, vous mettez en pratique la pédagogie vivante dans votre école Caminando, dite l'école dans la nature. Vous pratiquez en drone depuis 10 ans. Que vous inspire cette grille de posture? Juste avant, je voulais vous partager que dans la grille des postures, avec Philippe, on s'est mis d'accord, nous on avait choisi l'humour. Cette grille, David, elle me fait tout de suite penser en fait à quelque chose que souvent on a des demandes dans les écoles expérimentales telles que Caminando. On a des demandes de formation, d'enseignants qui viennent mises en disposition, qui viennent s'imprégner, voir autre chose. Et les enseignants, ils cherchent des outils, ils cherchent du matériel, des trucs pour faire mieux les maths, ou pour le passé composé. Et en fait, ils ne connaissent pas cet outil-là, c'est-à-dire une déclinaison des savoir-être enseignants, des postures éducateurs, accompagnants. Et souvent, le premier matériel enseignant pour une pédagogie vivante, c'est celui qui orchestre les affaires. C'est nous. Voilà, c'est la première chose que ça m'inspire, c'est-à-dire le travail de celui qui va mettre en œuvre, qui va créer comme une matrice ou pour que quelque chose de vivant se réalise à Caminando, pour nous, entre les enfants du primaire, entre la classe, une trentaine d'enfants qui restent là pendant 5 ans à vivre ensemble. Ça, c'est la salle de classe, non? C'est quand on grimpe un peu, justement. C'est quand on grimpe un peu, oui, ça peut être la salle de classe. Et donc c'est la première chose que ça m'inspire, c'est-à-dire que souvent on va aller chercher ce matériel-là alors qu'on ne pense pas que c'est un recul, en tout cas sur nos pratiques et nos postures à nous. Peut-être je ne peux pas les décliner, comment les enseignants vont les incarner à Caminando. Caminando, juste pour une petite perspective, chemin faisant, ça veut dire que ce n'est pas tant le palier d'apprentissage, le socle de connaissances, les fondamentaux et les acquis.
Ça, chaque enfant, des fois, c'est des questions de rythme ou des questions de modalité, mais nos enfants y arrivent, je dis nos enfants y arrivent assez bien. C'est la qualité du chemin dans une pédagogie vivante qui va prédominer. Donc je ne vais pas les décliner, mais je vais en garder quelques essentiels. Le fameux « je sais poser des questions », c'est le début de la relation avec l'autre. Si on prend le temps de s'intéresser à, de se mettre en lien. Juste petite anecdote d'hier matin, jeudi, il y a atelier philo à Caminando tous les jeudis matins. Et pour des raisons de logistique, adulte, enseignant, c'était un jeune assistant qui devait prendre en main l'atelier philo pour la première fois de sa vie. Donc il en parle aux enfants, voilà, la philo ça va démarrer avec moi. Vous imaginez, hein, philo 6 ans quoi, CP. Certains 5 ans et demi, et donc il mène son atelier philo, et à la fin de l'atelier, il y a une petite puce de CM1 qui va le voir. Ça a été pour toi, Jonathan? Voilà. On est dans le vivant parce qu'on est en lien. Si vous demandez à quelqu'un la dernière fois que tu t'es senti bien vivant, là merci, je viens de me sentir vivante. Il se passe quelque chose, généralement c'est quand on éclate de rire ensemble, les bons fous rires avec les enfants. On appelle ça à Caminando le baromètre. Est-ce qu'une fois dans la journée, on a vécu ça, de vraiment rigoler quoi. La plupart du temps, c'est un petit pont avec les communautés racines, où on a souvent la communauté ou les peuples premiers, la communication non verbale. C'est bien de ça qu'il s'agit, c'est souvent de l'autodérision. Ces moments-là, ça, tout de suite, c'est ce qui met vous savez, les étincelles, on parle de ça, les étincelles dans les yeux des enfants. Ces enfants qui courent à l'école tous les jours, parce que juste, on se sent en vie. J'en prendrai un autre, juste un autre point, je ne vais pas aller, rassurez-vous, je ne passe pas les 9. Un deuxième, c'est la clarté des intentions. Dans une pédagogie vivante, si on est vivant, on ressent le sens. C'est la question du sens que ça interpelle. Les 3 exercices de la page 32 du fichier de grammaire, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça passe plus. Par contre, s'interroger comment on va faire là, parce que depuis Pâques l'année dernière, les enfants arrivaient en habit comme pour aller sur la plage. Caminando, c'est un peu plus au sud, hein, c'est dans la Drôme. Où depuis la Toussaint, jusqu'à la Toussaint, pardon, jusqu'aux dernières vacances de la Toussaint, on mangeait dehors tous les jours, hein, en t-shirt. On avait quitté les habits de plage de Pâques, mais les enfants, ils réfléchissent. Notre jardin qui était vert, ah non, c'était de la terre, c'était marron. Donc ils se sont dit, nous, il faut qu'on... Vous imaginez bien, hein, 6 ans, 11 ans. Au Conseil du Vivre Ensemble, ces enfants-là disent, il va falloir qu'on s'organise autrement. Alors, les 13 litres d'eau là pour les toilettes, on ferait mieux de les mettre au potager. Donc, ils ont proposé les toilettes sèches, etc. Bon, quand même, pour les invités qui ne sont pas habitués, il faudra laisser les toilettes normales. Ils se mettent en route. Donc, nous, les adultes, souvent, on est un peu à la traîne et pris au dépourvu. Et c'est pour ça qu'il faut savoir orchestrer les choses. Et puis, peut-être le dernier point, ce serait la congruence. C'est-à-dire que, on le sait, les scientifiques nous le disent, on a toujours eu ces preuves que les enfants apprennent par mimétisme, par modèle. Donc, ces grands mots aussi, ces valeurs. Eric nous parlait fraternité, moi je dirais coopération. Ça fait quelques années qu'on entend qu'il va falloir coopérer un jour face à l'urgence dans laquelle nous sommes. Si les adultes dans les écoles ne coopèrent pas, porte fermée, chacun dans sa classe, ça ne peut pas fonctionner. Les enfants n'ont pas ce modèle d'adulte qui coopère. Si un jour les enfants voient les parents entrer dans l'école, participer à des ateliers pour des besoins, pour des choses réelles, et que les enseignants coopèrent entre eux, c'est visible, c'est incarné. Les enfants se mettent aussi à coopérer entre eux.
Muriel, j'avais envie de vous poser une question plus précise. Dans ces temps d'incertitude et de changements importants dans nos vies, est-ce que vous voyez des notions essentielles que cette pédagogie du vivant peut leur apporter pour les aider à justement prendre leur part dans ce défi qui s'impose à nous aujourd'hui? Je vais répondre. Juste avant, je ne voulais pas oublier de vous dire que tout à l'heure, j'étais super contente. Il y a des olives à l'UNESCO. Dans l'olivier dehors. C'est incroyable. Non, mais c'est ça, c'est l'attention, c'est le travail. Sur quelle notion? La première des notions, je pense, pour se mettre en lien avec le vivant, c'est l'observation et l'écoute. C'est prendre compte qu'on fait partie, c'est ce que nous a aussi dit Guadalupe tout à l'heure. On fait partie du vivant, c'est juste qu'on ne s'en rend plus compte. Je me suis dit, mais je suis là devant l'olivier, là dans la cour de l'UNESCO. Ah, waouh, des olives. Et en plus, il y avait les oiseaux en même temps, je vous jure. Je n'ai pas déliré du tout. Donc, en fait, c'est une appréhension au monde, c'est une conscience. Et avec les enfants, mais c'est d'une facilité. Les enfants sont vivants. 10 ans, une sortie entièrement dans la journée. Tout à l'heure, j'essayais de faire un calcul rapide. Je ne sais pas, c'est 360 sorties, on va dire comme ça à la louche, dans la nature. Jamais un enfant n'a refusé. Tant de neige dans la Drôme, en contrebas du Vercors, il peut faire froid. Et les enfants ne refusent pas d'aller dehors. Ils en redemandent. C'est juste les adultes qui accompagnent quand il pleut, quand pas trop envie d'y aller. Les enfants qui sont sous la pluie, c'est le bonheur total intégral. Les neurologues, les scientifiques nous le disent. Quand tout est ouvert, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, quand tout est ouvert, frontal ici devant, ça rentre. Il n'y a aucun souci dans le bonheur et la joie d'avancer. Et quand les neurobiologues nous le disent aussi, le nouveau-né, quand il sort, c'est-à-dire vous tous un jour, nous tous un jour, quand on sort, on veut quoi? On veut le même bien-être qu'à l'intérieur. On veut savoir que ça va être encore mieux, la curiosité, le bien-être de dedans, quand on va sortir, il faudra que ça soit pareil. Et surtout, on veut être en lien. Donc il reste juste cette qualité du lien. Donc les notions aujourd'hui qui nous paraissent fondamentales, c'est cette qualité de lien. L'écoute, l'observation, savoir poser les questions, juste se demander comment on va. J'ai jamais compris pourquoi quand on fait l'appel, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, et je le vois encore aujourd'hui, on fait l'appel des enfants qui sont absents. Ils sont absents, c'est une croix. Ils sont pas là, ils sont pas là. Non, non. On sait qu'aujourd'hui c'est possible de dire pourquoi il n'est pas là. Qu'est-ce qui lui arrive? Un jour, il y avait beaucoup de neige, il y avait peut-être, je ne sais pas, les 3/4 de la classe qui n'étaient pas là. Quand on a dit, non, ils sont coincés dans leur village, ils ne peuvent pas descendre, les enfants, ils ont décidé, on y va tous en covoiturage, on va les chercher. J'ai dit, waouh, mais parce qu'on s'intéresse à l'autre. Donc, dans ces notions-là, il y a forcément la qualité du lien, mais il y a autre chose que j'ai découvert. Dans ces 10 toutes petites années, c'est se sentir utile. C'est-à-dire la responsabilité. J'ai un truc à faire et je vais y arriver. Être responsable du fameux exercice 4, page 32, c'est pas terrible. Par contre, ouais, de s'inscrire au conseil, parce qu'on anime le conseil du vivre ensemble, où on va être secrétaire, où on va décider de... On n'en peut plus de cette histoire là au fond de la cour avec les ruches et tout ça, qu'il faut faire une barrière. Ouais, savoir combien il faut de palettes pour construire la barrière, faire un devis pour la visserie et en prendre la responsabilité. C'est-à-dire qu'au nom de tous les autres, le petit groupe qui va se lancer dans le projet, elle est nulle votre barrière. Elle ne tient pas. Et là, tout d'un coup, il y a un enjeu, on est utile. Je ne suis pas du tout scientifique ni biologiste, mais je crois que c'est les cellules qui servent à rien qui dégénèrent. C'est une littéraire qui vous parle. Je crois que c'est à peu près ça. Ça s'appelle l'apoptose. C'est pas mal? Ok. L'enfant qui ne sert à rien dans un groupe, vous connaissez la posture qu'il prend. Il attend que le temps passe, il dépérit. Et généralement, derrière, c'est le chaos aussi un peu. Juste la responsabilité. Et puis de l'autonomie. Parce que quand on est autonome, c'est qu'on a confiance en soi.
Et puis qu'on a confiance parce qu'on sait aussi qu'on peut compter sur les autres. Et ces choses-là, dans le vivant, bah, c'est un peu pareil. Voilà. Alors Philippe, on vient de voir des exemples de posture donc de l'enseignant, on vient d'avoir les témoignages de ce qui peut se faire dans une école, on va dire pionnière, au cœur de la Drôme, dans un milieu rural. Je rappelle que vous êtes professeur des écoles dans les Hauts-de-Seine, en réseau d'éducation prioritaire, avec une expérience de presque 20 ans derrière vous au sein de l'éducation nationale. Comment l'enseignant trappeur qui vous définit appréhende-t-il la relation au vivant avec ses élèves dans ces conditions, notamment en pleine ville et dans un quartier dit sensible? Eh bien, je vais commencer par un merci. J'aime beaucoup ce concept de gratitude. Je crois qu'il faut au moins prononcer quelques merci par jour. Donc, merci à David. Merci pour cette magnifique photo que j'ai choisie parmi une multitude. On avait le droit à une photo, vous voyez. Donc, je ferai quelques commentaires sur cette photo, mais les jeunes qui m'accompagnent de Cap au Nord auront reconnu. Alors, oui, dans l'univers de la banlieue, on pourrait comparer la banlieue un petit peu au Bronx ou au Blocos. Enfin, et d'une certaine manière, je me découvre à consentir à rester dans ce milieu difficile. Et je m'efforce de faire en sorte que ma classe soit une fenêtre ouverte sur le monde. Donc dans ma classe, où tout le monde est accueilli, même des chefs d'entreprise, je pense à Nicolas Géret qui est venu de l'entreprise Moho il n'y a pas tellement longtemps, il avait à cœur de voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que de faire en sorte que sa classe soit une classe ouverte sur le monde. Eh bien il y a des aquariums, il y a des vivariums, il y a des plantes qui se portent très bien, Eric, je te le rassure. Et j'aime beaucoup la pédagogie de Philippe Mérieux, je suis assez proche de Philippe Mérieux. Et je crois qu'il s'agit aussi de faire en sorte que chaque enfant inscrive sa vie dans la grande histoire du monde. Je réitère cette parole, inscrit, si je pouvais avoir la possibilité de regarder chacun d'entre vous dans le fond des yeux, je dirais, inscris ton histoire personnelle dans la grande histoire du monde. Et ça va chercher ce que nous ont présenté les invités, à savoir qu'on entre en fait dans une logique, dans un entendement, celui de se laisser porter par le souffle de la vie ou les principes de vie. C'est ne plus être étranger de ces 4 points cardinaux, d'où le souffle traverse, pénètre ces 4 points cardinaux. Et ce qui se passe, c'est dans l'espace de la classe, l'enfant peut découvrir qu'il n'est pas le meilleur de l'ensemble, mais il peut découvrir que la vie l'a choisi, et il peut découvrir aussi une amabilité intérieure. Je crois que le grand succès, c'est de sentir qu'on est aimé gratuitement, non? Si je suis aimé dépendant d'une réussite, d'une prouesse, d'un retourné acrobatique en pleine Coupe du Monde, je vais être aimé, mais est-ce que je peux être aimé gratuitement? Et est-ce que je peux aimer, est-ce que je suis digne d'amour quand je suis en difficulté, ou dans l'épreuve, ou blessé? Je crois que là, il y a un enjeu très fort de découvrir que nous sommes, chacun d'entre nous, foncièrement aimables. Et je crois que ce consentement qui m'invite à rester au cœur de la banlieue, eh bien, c'est précisément peut-être de prendre le risque de, au travers de ma présence, de renvoyer cette amabilité auprès de mes élèves. Donc les aquariums, les plantes participent de l'enseignement. C'est-à-dire qu'à certains moments, je suis là, je suis facilitateur ou accompagnateur et je contemple. Qu'est-ce que je contemple tous les matins? Je contemple mes élèves qui sont responsables du vivant, qui sont responsables de ces aquariums, qui sont responsables de ces plantes. Et je vois comment finalement cette relation qu'ils tissent avec ces poissons, ces plantes, la responsabilité à l'égard des besoins qu'ont les poissons, les plantes, eh bien ça m'émerveille déjà. Alors, que dire finalement quand on est enseignant dans la proposition de la connaissance? Il s'agit finalement, quand on est enseignant, de transmettre.
eh bien, j'aime encore emprunter à Pascal Quignard la connaissance CO-naissance, cette capacité que chacun d'entre nous a à naître avec. Naître avec, ça va être naître avec un enseignant, naître avec une pratique musicale, une pratique sportive, ça va être naître dans la rencontre avec un animal en forêt, découvrir que quelque chose m'attire. Je suis être de relation, hein, Éric le rappelle avec insistance, et je crois que là aussi c'est un message très fort pour celles et ceux parmi nous qui ne se sentent pas être précisément dans la relation. C'est ça qu'il faut mendier, c'est ça qu'il faut chercher, et à découvrir déjà une relation essentielle avec soi-même. Moi, dans mes recherches, je travaille sur la vie intérieure, à savoir que chacun d'entre nous, on est aussi le siège de sentiments, d'émotions, d'une sensibilité et d'une vision du monde tout à fait singulière. Donc comment l'enseignant aujourd'hui va prendre en considération cette sensibilité, cette singularité de l'élève pour ne pas le contrarier. Donc c'est déjà mettre en valeur, confirmer, reconnaître ses talents, ses dispositions, son potentiel. Mais on voit bien que ce n'est pas un potentiel mental. On voit aujourd'hui l'état de notre planète, on a des élites, est-ce que ces élites ont compris l'enjeu du vivant ? Donc, pour terminer ma réponse à cette question, David, eh bien, on peut parler de service. Hein, est-ce que je suis au service de la vie ? Est-ce que je m'inscris dans ce flux, dans cette dynamique de la vie ? Est-ce que je joue le jeu de la vie ou est-ce que je joue un autre jeu ? Et j'en parlerai un peu plus tard. L'aventure, le projet Caponor, où on a quelques jeunes qui rentrent d'expédition cet été, eh bien, c'est précisément de se reconnecter à cette nature, à cette intensité, à cette beauté qui va aller fragmenter les conditionnements qu'on porte en soi pour libérer finalement une parole, un être qui va entrer en relation avec soi-même, avec ses sensations, ses sentiments, ses émotions, mais en relation avec l'autre. L'autre qui n'a rien à voir avec celui que je suis. L'autre qui n'est pas un challenge, mais qui est l'occasion pour moi de me révéler à moi-même. Et puis dans l'adage, entre guillemets, chrétien, aime ton prochain comme toi-même, il s'agit de tous les prochains. Ce n'est pas simplement d'aimer, j'allais dire, le frère, la sœur, évidemment, mais découvrir que l'autre, c'est l'animal, c'est la plante, c'est la roche. Donc on est là dans une éducation globale, intégrale, qui prend en considération la réalité du monde. Toute la réalité du monde. On est emporté par vos paroles, on voit bien que c'est des choses qui fonctionnent bien à votre niveau d'enseignant. Je serais tenté de te poser cette question, Philippe. Du coup, tu travailles au sein de l'Éducation nationale. Quelle est ta position à la fois vis-à-vis de ta hiérarchie, comment tu es soutenu dans cette approche, et puis dans ta position de formateur, comment tu invites des enseignants à porter ces paroles et cette façon d'être si particulière et si indispensable pour aborder justement le changement auquel on est soumis dans nos vies aujourd'hui. Voilà, ce changement, il émerge véritablement et au cœur de la banlieue, au cœur évidemment des grands ensembles. Il y a une liberté pédagogique extraordinaire et on peut avoir la chance de croiser la route d'inspecteurs, d'inspectrices extraordinaires. Je cite ici Yannick Meloc sur Paris, je cite mon inspecteur Alexandre Botois, qui en début d'année ose véritablement dire « mais éclatez-vous avec vos élèves, prenez des risques ». Soyez partisans de la pédagogie de projet. Allez dehors, faites classe dehors. C'est fort ça quand vous êtes enseignant et que vous entendez ce genre d'exhortation à aller dehors. La question du dehors ou la question du dedans. Il ne s'agit pas dans un établissement scolaire d'avoir un label éco si finalement il n'y a pas de sensibilité, si on ne fait pas classe dehors, si la pluie, le vent ne sont pas nos amis, alors ce label on peut le mettre à la poubelle. On doit saluer la pluie surtout aujourd'hui.
Quand il pleut, je sors avec mes élèves. Mon directeur n'est pas très fan de ça, mais j'aime saluer la pluie. Et puis cet aphorisme de René Char que je vous livre, qui est pour moi extraordinaire, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. Quand on est enseignant, l'innovation pédagogique, on est tout le temps un peu aux aguets, voire prendre en considération la parole de l'autre. Là, en association, on a une jeune secrétaire qui arrive, qui a une vingtaine d'années. J'ai proposé aux adultes, entre guillemets aux aînés, je dis prenons en considération cet enthousiasme, cette jeunesse qui va nous enseigner, qui va nous dire des choses. Et je crois qu'il y a vraiment un modèle aussi qui est important, c'est celui quelque part de tordre le cou à l'élitisme, la comparaison, et véritablement d'abonder et d'élancer la pédagogie basée sur la coopération. Choisir d'être ami avec la vie. Choisir d'être ami avec la vie. Et là, j'accueille dans ma classe 2 stagiaires qui, au départ, étaient un petit peu interpellées. Elles auraient aimé, tu l'as dit, des exercices de grammaire et 50 minutes après, des exercices de géométrie et 50 minutes après, des exercices d'histoire. Une espèce de morcellement, de segmentation du savoir, alors qu'on sait très bien que le monde est ouvert et qu'on doit aller dans une pensée, dans un enseignement qui soit transversal et pluridisciplinaire. Si on sépare les choses alors qu'on n'est pas dans un monde qui sépare, on est dans un monde qui nomme des distinctions. Je ne suis pas un arbre, je ne suis pas un loup, mais je peux entrer en relation avec l'arbre qui est arbre et je peux entrer en relation avec le loup qui est loup. Je vous parle du loup parce qu'on a la chance d'avoir on cohabite, on apprend à aimer l'autre dans une radicalité étonnante. On a la chance de vivre à la maison avec une louve. Donc ça, c'est un sacré apprentissage sur l'altérité. Donc oui, je suis le témoin aujourd'hui d'une émergence de risques imposés par certains inspecteurs et qui comprennent aujourd'hui que la compréhension ultime, c'est comprendre qui je suis. Qui je suis fondamentalement en moi-même. Merci pour ce témoignage. Alors, j'ai pu observer que dans la salle, on a des jeunes qui portent la cocarde du projet Cap au Nord, donc on aura certainement l'occasion de leur donner la parole tout à l'heure quand on donnera la parole au public pour leur permettre de partager justement leurs émotions et nous dire ce qu'ils peuvent ressentir quand ils vivent des émotions comme celle d'être en canoë-kayak au pied de ce glacier en Islande, donc on a hâte de les écouter aussi. Anne, je voudrais aujourd'hui donc repréciser, vous avez une formation d'ethnologie, une forte expérience de terrain, doublée de responsabilité au sein du département d'éducation, enseignement, recherche de la Fondation de France que vous dirigez. Cela vous permet d'avoir un regard aiguisé sur nombre d'initiatives pédagogiques. Forte de cette expérience, quelle serait l'école idéale en France pour vous aujourd'hui? Alors, avant de répondre à cette belle question, moi je ne sais pas si je vais remercier mes collègues parce que parler après eux c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire que vous conduisez tous des expériences absolument fabuleuses dans des environnements incroyables. Et moi, je prends la parole d'un endroit, d'un bureau ordinaire au cœur de Paris. Et le métier que l'on fait à cet endroit-là, c'est simplement de donner des moyens à ces fabuleux porteurs de projets pour leur permettre de réaliser ces projets et de transformer la société et pour faire en sorte que la société soit meilleure. Donc, on est seulement le petit maillon entre de généreux donateurs d'un côté, auxquels on essaye de faire prendre conscience des priorités, des urgences qu'il y a aujourd'hui et auxquelles il faut répondre, et des inventeurs de bonheur, d'expériences incroyables, comme le sont les personnes qui sont à côté de moi. Alors, moi, je vais revenir à des choses peut-être un peu plus basique, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas d'avoir une idée de l'école idéale. Et c'est en tout cas autour de cette idée-là
que j'essaye de mobiliser les moyens qui sont les miens à la Fondation de France. Donc pour moi, une école idéale, c'est d'abord une école, un espace, un cadre de vie beau, agréable, joyeux, parce que je crois qu'on n'apprend jamais aussi bien que dans la joie. C'est un espace qui est ouvert sur le monde, qui est organisé pour aider l'enfant à comprendre la place qu'il y occupe dans ce monde. C'est bien évidemment un lieu d'éveil, de connaissance, d'émancipation, où l'enfant est acteur de ses apprentissages, où il est guidé par des adultes bienveillants qui ont à cœur de l'élever à son rythme. C'est une école, bien sûr, qui est ouverte à tous, qui est riche de la diversité de tous, et qui développe le goût et le plaisir d'apprendre. Et si je peux emprunter une formule à Marie Desplechin, que je partage complètement et qui peut faire le lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est que moi, mon école idéale, c'est surtout une école qui n'enferme pas les enfants et qui leur permet autant que possible d'être dehors et, si possible, connectés à la nature. Voilà, c'est ça mon école idéale. J'ai une question facile pour vous. Pouvez-vous nous partager ce qu'il est important de rechercher dans la multitude des projets candidats que vous recevez, ce qui fait le bon projet éducatif? Alors oui, vous imaginez bien qu'à la Fondation de France, des projets, on en reçoit des centaines, et que parmi ces centaines, la grande majorité d'entre eux sont de bons projets, qu'en même temps, on n'aura pas la capacité d'accompagner tous ces projets, donc il faut qu'on arrive à les passer au crible et d'arriver à sélectionner ceux qui nous paraissent être les meilleurs. Alors, au département éducation, on a un premier tamis qui peut paraître soit grandiloquent, soit un peu bateau, mais qui, je vous assure, est profondément efficace. On s'attache toujours à veiller à ce que le projet qui nous est présenté soit en accord et en correspondance avec les droits fondamentaux des enfants. Donc ça peut paraître un peu banal, mais je vous assure qu'il y a encore beaucoup d'endroits et beaucoup de projets pédagogiques qui ne répondent pas à ce que sont les droits fondamentaux des enfants, ne serait-ce que le droit d'expression, le droit à la parole, le droit d'un enfant à être écouté, à ce que sa parole soit prise en considération. Il y a vraiment encore beaucoup à faire, ne serait-ce que sur ce droit-là, et je passe les autres, mais ils sont nombreux. Donc voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est le regard porté sur l'enfant, le respect de ses droits, l'attention portée à sa famille, parce qu'un enfant, c'est aussi, il vit aussi avec une famille, et c'est important de voir dans quel environnement familial il grandit. Le fait de considérer cet enfant comme une personne unique, singulière, le fait qu'il soit acteur de son développement. Donc on va privilégier systématiquement toutes les pédagogies actives et surtout pas encourager la passivité dans les projets éducatifs. Quoi d'autre? On va faire attention à ce qu'évidemment il ait accès aux connaissances, à la culture, enfin tout ce qui va faire de lui un être émancipé, éclairé, citoyen du monde. Voilà quelques grands principes qui sont les nôtres et auxquels on est extrêmement attaché. Alors on aimerait savoir... On aimerait savoir comment vous organisez justement cette sélection de projets et surtout les façons les plus innovantes que vous avez trouvées ou construites avec d'autres pour se rendre utile, peut-être avoir une oreille attentive à ces projets qui nous inspirent pour mieux les soutenir dans leurs différences, mais aussi dans les rassembler dans leurs différences pour faire que on ait un impact, une sorte d'essaimage qui ne soit pas profitable à quelques structures isolées, mais plutôt quelque chose qui soit réfléchi en commun, quelque chose qui soit réfléchi pour qu'on ait une vraie action sur les territoires, une action du faire ensemble plutôt que du faire chacun de son côté. Alors, je vais peut-être donc illustrer la diapo qui est devant moi
l'appel à commun, en fait, un des grands principes, c'est effectivement de s'unir, de s'associer, de s'allier, de créer des partenariats et d'agir à plusieurs pour augmenter notre zone d'influence et surtout notre puissance d'action. Donc, je vais faire le lien avec cette diapo, appel à commun. Donc, l'appel à commun, c'est une initiative qui est portée par plusieurs fondations abritées. David a dit en me présentant que la Fondation de France abritait plus de 900 fondations et plus de 200 agissant dans le champ de l'éducation. Et parmi celles-ci, il y en a quelques-unes avec lesquelles on se sent plus proche parce qu'on partage des convictions, parce qu'on sent qu'on est sur les mêmes centres d'intérêt. Et c'était le cas par rapport à cette éducation dans la nature. C'est-à-dire, on avait quelques fondations dans notre sérail qui ressentaient comme nous à la Fondation de France l'urgence de travailler sur ces questions de transition écologique, l'urgence qu'il y avait à se mobiliser et surtout l'urgence qu'il y avait à passer à l'échelle supérieure, à la vitesse supérieure, et qu'il nous fallait agir maintenant plus vite, plus fort, avec plus de moyens. Donc à quelques-unes fondations, nous nous sommes réunis. Donc les quelques-unes et les pionnières étaient la Fondation Nature et Découverte, la Fondation Terra Symbiosis et la Fondation Léa Nature. Donc vous voyez déjà rien qu'avec leur nom, que ce sont des fondations qui ont toutes à cœur de défendre l'homme dans son environnement naturel, enfin la présence de l'homme dans son environnement naturel et le fait de considérer cet homme, cet humain comme un élément du vivant parmi les autres. On partageait ces convictions et on a eu envie ensemble d'agir collectivement au service de l'éducation dans l'environnement. Donc nous avons mis ensemble nos moyens humains, nos moyens intellectuels, nos moyens financiers pour lancer cet appel à commun. Donc c'est une initiative qu'on a lancée l'année dernière et invitant des acteurs, des territoires, sachant qu'ils sont nombreux à se mobiliser sur ces questions-là, les invitant à s'unir, à créer des collectifs pour pouvoir, à l'échelle de territoires plus grands que seulement leur petite zone d'intervention locale, pouvoir intervenir à une échelle plus importante, voire régionale, et pouvoir développer des actions d'éducation à la nature, dans la nature, dans les territoires sur lesquels ils se situent. Merci. On a beaucoup entendu les adultes parler. Je pense qu'on aimerait entendre des jeunes. Et donc, je vais passer la parole à Raphaël Guyon, qui est juste devant moi, lycéen au lycée de Pavenel à Provins, qui participe à un projet Éco-Club dont il va vous expliquer les tenants et les aboutissants et comment il est impliqué dans ces projets. Peut-être qu'on peut l'inviter à Est-ce que, Raphaël, tu veux venir ici sur l'estrade ou est-ce que tu veux qu'on te donne un micro ou est-ce que tu es bien là? Allez, monte avec nous. Donc, bonjour tout le monde. Le projet que nous avons mené avec plusieurs élèves de première générale au lycée de Provins se nomme Save Me from Plastics. Ce projet il rentre dans le cadre d'un projet Éco-Club qui nous a permis d'entreprendre un travail en anglais avec des étudiants de Centrale Supélec et également d'entreprendre des échanges d'informations avec différents lycées dans d'autres pays, en Autriche par exemple et en Espagne, toujours avec des échanges en anglais. Et ce projet a pour objectif de trouver un moyen de capter et de retirer les microplastiques dans l'eau de la Seine. On a démarré ce projet en début d'année dernière avec des prélèvements directement dans la nature sur les berges de la Seine, donc des prélèvements d'eau et de sédiments. On a obtenu des résultats par rapport au volume de microplastiques et la quantité s'estime à 2 milliards de microplastiques qui passent devant le lieu du prélèvement par an.
Et on a également pu découvrir une espèce invasive dans le lieu où on a effectué les prélèvements, qui se nomme du coup des corbiculas. C'est une espèce qui filtre du coup les microplastiques. Ce projet, il est basé sur 2 principes fondamentaux de l'enseignement. C'est-à-dire que c'est les élèves qui sont acteurs et qui émettent des hypothèses. Donc on a proposé des protocoles et on les a réalisés quand c'était possible, avec l'aide de nos enseignants. Et également sur un deuxième point qui est la transmission, qui démarre du coup avec l'aide des mentors à Centrale Supélec. Ils nous ont du coup apporté des opportunités pour avancer dans notre projet. Et cette transmission, elle se continue avec des interventions qu'on peut faire. On en a fait le mois dernier dans un collège à Provins et on compte en faire dans des écoles. Et également, cette transmission, elle se fait du coup par rapport aux échanges qui sont effectués avec les écoles d'autres pays. Si je devais terminer sur ce que ce projet m'a apporté, c'est tout d'abord une prise de conscience écologique par rapport à, du coup, à la plus grande visibilité des résultats, c'est-à-dire que c'est plus flagrant d'observer des microplastiques directement dans la nature que de voir une quantité sur Internet ou ce genre d'informations. Et également aussi une prise de conscience du besoin de sensibiliser les générations futures sur ce genre de problème écologique. Merci. Alors on va improviser et puis comme ça se passe super bien et que ces jeunes y parlent super bien, on va inviter un jeune de Cap au Nord parmi les ambassadeurs qui voudrait nous parler de son expérience pour pouvoir nous partager un petit peu ce qu'il a vécu, ce que lui a apporté cette expérience. Alors peut-être Philippe, tu les connais mieux que moi, tu peux nous préciser lequel d'entre eux a envie de nous rejoindre pour partager un peu son expérience. C'était pas facile, hein. Ça aurait pu être Augustin qui a des choses magnifiques, ça aurait pu être Mathéo, ça aurait pu être Pierre, ça aurait pu être Lou, Peyo, Elias, Clément, Lucille, Giuseppe, bon, Léa. Alors, le temps nous est compté. Elle va se présenter. C'était pas prévu, mais vous voyez le potentiel, hein. Et applaudissez-la peut-être déjà pour commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Léa Chalouto et en début d'année de l'année dernière, j'ai pu participer donc, au projet Cap au Nord. Ce projet étant une expédition en Islande, donc elle a été menée sur une préparation de toute une année avec donc des week-ends de préparation, des week-ends d'intégration et chaque mois des modules à faire, module cuisine et module photo, pour nous préparer à cette expédition. Donc pendant une année, plusieurs jeunes ont participé donc à ce projet. Ils ont été discernés au fur et à mesure pour pouvoir mener l'aventure. Et à la fin, donc, on est resté 17 jeunes à pouvoir partir en Islande. Donc 17 jeunes et 4 domaines scientifiques spécialisés. Donc la glaciologie, la biologie marine, l'océanographie et la volcanologie. Chaque jeune a été mis dans une spécialité et a pu faire des relevés scientifiques en Islande avec une préparation grâce à des chercheurs. Quel a été ton moment fort et ton domaine scientifique, Léa? Mon domaine scientifique, c'était la biologie marine. Depuis petite, je suis passionnée par la biologie marine en particulier, donc ça a vraiment été mon moment fort de pouvoir faire des relevés scientifiques sur ce domaine-là et pouvoir en apprendre de plus en plus spécifiquement sur ce domaine. Tu peux nous parler d'une rencontre exceptionnelle que tu as vécue en tant que biologiste, mais qu'on a tous vécue? Donc, en biologie marine,
on a pu, même tous les ambassadeurs, on a fait une rencontre avec des orques. Tout d'abord, on a été 4 jeunes à pouvoir aller à la station météo la plus venteuse d'Europe et on a pu donc les découvrir grâce à un appareil photo avec une grande puissance pour pouvoir les voir. Au départ, on voyait que le bateau qui permettait de taguer les orques pour leur mettre une balise. Et puis j'avais l'appareil photo dans les mains. Et puis d'un seul coup, on a vu une nageoire dorsale d'orque qui est passée. Et j'ai fait « il y a un orque, il y a un orque, il y a un orque ». Et donc on était tous émerveillés par cette découverte. Et puis après, tout le monde a eu la chance de pouvoir les voir en passant en bateau faire le tour des îles Émaé. Et on a pu les apercevoir, ils sont venus auprès du bateau. À un moment, il y en a au moins 6 qui sont sortis en même temps. C'était magique ce moment. Alors, merci beaucoup Léa. Si vous voulez grandir, eh bien, il faut vous confronter à la beauté. Et il faut choisir finalement de marcher dans la beauté. Et j'espère que ces paroles, vous allez les garder. Et moi, je suis extrêmement fier de voir tous ces jeunes. Il y en a qui viennent de Bretagne, ils sont venus spécialement là. Levez-vous peut-être tous les jeunes là qu'on vous voit. Ils viennent des 4 coins de France. Voilà la relève pour la planète. Un énorme merci à vous tous et toutes. Et je voudrais embrayer, j'ai Guadalupe Yesenia qui est juste à côté de moi qui me dit « Oh, il y a un truc que j'ai pas dit, j'ai envie de parler aussi ». Donc voilà, on est dans l'improvisation, alors du coup on y va. Yesenia, la parole est à vous. Merci. Merci. Please change. Just last things, last comments. I saw the similar message, and I'm happy to hear that because this means that we are in the same way, in the good way. And to me, education is crucial for protect nature. We need to have education not just at the schools, also on the field and the forest. And congratulations for all the great experiences. And just 2 points. One, to share with you an example in how the science, the modern science, and the traditional and local or indigenous knowledge are in a same way in a dialogue. We, the indigenous peoples and local communities, the persons from those communities, we say, okay, the plant and the animal are our brothers and sisters, and the water, and the modern science, the chemical, the genetics, etc., prove that, because we share many genes with our brothers and sisters, plants and animals, and we share many chemical elements with the stones, the water, etc. We are the same. We are the part of the same. And last, I would like to invite you to do an exercise when you go back to home. I invite you to call your grandma, your grandfather, or father, mother, your relatives, and ask something data about plants, or if the plants or the animals of the water is the same where they were young people and now in the current times. This is a good exercise to know the importance of traditional knowledge and to make dialogues, because for education also we need to dialogues with other generations, because our fathers, grandmothers, etc., they have a lot of knowledge that must be shared to connect with nature. In my language, thanks is Stioshibu, and thanks a lot for hearing me, for inviting me. Il nous reste 10 minutes pour poser des questions. Alors je vous invite à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole et puis que vous puissiez nous poser des questions. Alors je vois une main levée là-bas. Est-ce qu'on peut... vous avez un micro, monsieur? Vous m'entendez? Oui. Oui, ok.
Je vais poser une question à Guadalupe Yesenia. Donc, je vais le formuler en anglais, mais avant, je vous explique de quoi il s'agit et je traduirai ma réponse moi-même. Moi, j'estime, avec tout ce qu'on a entendu cet après-midi, on a laissé derrière nous le point de vue traditionnel cartésien, suivant lequel l'homme qui va dominer la nature, etc., c'est fini, j'espère. Mais dans cette période de transition, il y a toujours des confusions, je dirais, il y a peut-être un peu de schizophrénie. Et nous vivons quand même en France dans une société capitaliste où il y a beaucoup d'inégalités. Et now I'm going to go into English to ask you the question, Yesenia. The World Wildlife Fund has a person in charge of natural capital. This concept of natural capital cannot be dissociated from the functioning of capitalism, since it is coming from the fact that capitalism is based on financial capital, and the concept of natural capital and human capital has been developed by extension. So I would submit that using this terminology is in itself counterproductive if we want to live as part of nature and not as separate beings inside nature who are going to instrumentalize nature. J'explique la question en français. Donc, j'ai dit que nous vivons dans une société capitaliste et je vais dire à Yesenia que le WWF a un cadre qui est chargé du capital naturel. C'est dans sa structure. Et bien que nous avons entendu qu'on est tous d'accord ici, il me semble, sur le fait qu'on n'est pas maître possesseur de la nature, comme c'était l'idéologie dominante des cartésiens, nous avons changé d'imaginaire. Mais on est toujours dans un peu de confusion et l'utilisation continue du concept de capital naturel et capital humain, il me semble, n'est pas productif, n'est pas positif du point de vue changement d'imaginaire. Et ce n'est pas quelque chose de marginal parce qu'il y a des chaires universitaires. J'arrête là. Merci. Thanks a lot for this interesting question because, yes, sometimes it's a little quite sad to see the nature as just a thing to make money or nature serving to the humans. But on the other hand, we also recognize that we use nature. But I think the difference is how we use and how we make the relationship with nature. Okay, we use nature, and in the state of Oaxaca, where I came from, we have a lot of entrepreneurs, business, small-scale business, like such as ecotourism and some small lodging enterprise. So I think the difference is the reciprocity, the gratitude. The reciprocity is because we are taking materials from nature, of course, because we need this to make our lives and to eat and etc. But we show we respect nature and we take the things, but we offer many things to the nature, and we take care of nature. And I think this is the difference between the capital natural concept and
Of course, another idea that we are proposing or promoting is the indigenous peoples and local communities cannot to be in the caves like 500 of years ago, but we can find models in the middle term to get income, but not destroying the nature. One example is the sustainable bioeconomy. But yes, we need some capital too. But the issue is about how power is the capital has to destroy or to make things. Capital or the money could be a thing that could help to restore and to conserve nature. For instance, in the next post-2020 Global Biodiversity Framework, one key issue is the money. No? But the money, if you invest the money in protecting nature or making, developing enterprise with, to protect and growing economy, or if you invest in destroying nature. Thank you. Alors, j'aimerais qu'on puisse finir cette table ronde sur une note. Alors, juste. Alors, oui, vas-y. C'est pour. Si c'est les enfants de 6 ans à 9 ans qui vont apprendre, par exemple, à reconnaître l'eau aux enfants de 3 à 6 ans, est-ce que les adultes aussi, ils apprennent aux enfants à reconnaître leur territoire, ou est-ce que les adultes, ils ont déjà appris et ils laissent aux enfants le devoir de transmettre leur savoir? Faut que je fasse court. C'est une chaîne de transmission. Les enfants transmettent ce qu'ils savent, et quand ils ne savent plus, ils font appel aux adultes qui savent. Ça répond à peu près. Donc c'est les enfants qui transmettent là où ils en sont, puis après ils se tournent vers ceux qui savent un peu plus. Ça va? Oui, merci. Oui, j'aimerais qu'on finisse avec une note prospective et qu'on se dise, et poser la question rapidement. Je vous demanderai de me faire des réponses courtes à chacun. En fait, comment faire de la pédagogie en lien avec la nature un enjeu national? Alors, on commence par Anne. Non. Non, je parle. Alors, pour moi, ce serait d'agir à la fois avec les systèmes scolaires des États, c'est-à-dire être dans les institutions scolaires, mais d'être aussi à la périphérie, parce qu'il y a plein d'inventions qui se font à la périphérie des institutions scolaires. Et moi, je pense qu'en agissant à la fois à la marge et à la fois dans l'institution, dans les institutions, on arrivera à vraiment transformer l'éducation. Merci. Yesenia, vous souhaitez compléter? Okay, we have different national. In the countries we have a difference, but I respect the idea of the all are different, but we are all the same. We were the same, but I think we need to take the scholars from the schools, from this space, and go into nature. And the nature and the people that knows how to protect nature as a way of life. You have great communities in the coast, near to Marseille. You have in the mountains. And we need this contact, and we need to include the education for the environmental education, with a very strong part of the practice. We need to practice, and we need to feel the nature. This is an important part. And feeling nature could be included in different, in chemical, in biology, obviously, in math, and other matters.
and items that the scholars here are learning, in history, for instance, etc. And those are some ideas that I would like to share with you. Thanks. Eric. Alors, en une phrase, je pense que le feu extérieur qui ravage notre planète est le reflet de nos feux intérieurs qui nous ravagent nous-mêmes. Donc j'aurais envie de dire comment éteindre le feu intérieur. Et je pense que le feu intérieur qui nous consume de l'intérieur appelle la réconciliation du masculin et du féminin. C'est la terre, c'est la nature, c'est la vie, et je pense qu'il y a un vrai travail de réconciliation de l'homme, enfin du féminin et du masculin. Les Kogi étaient dans une réunion une fois, il n'y avait que des hommes, et ils sont sortis en disant mais pourquoi ils se sont privés d'une moitié de l'intelligence ? Donc ça montre. Ça monte, ouais. Alors, une petite part d'intelligence. Rapidement, moi, je redescends. Vous savez, moi, maîtresse, école, primaire, emploi du temps. J'ai découvert, j'avais une quarantaine d'années, un truc incroyable, c'est qu'on a une chance dans notre pays. L'instruction est obligatoire, mais la pédagogie est libre. La majorité de nos enfants vont 4 jours par semaine, des fois un peu plus, à l'école. Qu'est-ce qui nous empêche ? Aujourd'hui, dans les emplois du temps, vous voyez, 4 colonnes, 4 jours, la moitié dehors, la nature. Sortie nature, du jardin, des fois sur les toits, des fois dehors, dans des carrés, peu importe. Il y a du vivant partout, que ce soit un peu en banlieue ou très loin au fin fond des campagnes. Du site spot, s'asseoir 20 minutes, sans bouger, tout seul, n'importe où, dans un parc, dans un jardin ou sur un sommet. Le vivant dans les emplois du temps, s'il vous plaît. Tout simplement de consentir, choisir d'être ami de la vie, voilà, choisir d'être en amitié avec la vie, c'est un vaste programme et peut-être que tu seras saisi par la joie sans objet, voilà ce que je peux dire. Je voudrais remercier nos intervenants qui ont parlé avec le cœur, je crois que ça s'est entendu. J'espère que vous avez passé un bon moment et on vous remercie pour votre attention. Merci.